Bonjour, donc je suis Benoît Coffin et je tiens à remercier Le vert pour avancer, le rouge pour reculer et en dessous le laser. D'accord. Je suis hépato-gastro-entérologue, surtout gastro-entérologue. Je m'intéresse beaucoup aux pathologies fonctionnelles et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler des symptômes digestifs au cours du syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une grande inconnue pour les gastro-entérologues, un petit peu moins pour moi parce que je m'y suis plongé. Mais je suis sûr que au prochain congrès de gastro qui a lieu dans 1 mois et demi, on m'a fait un petit sondage dans une salle et je suis certain que personne ne connaît les symptômes associés au syndrome d'Ehlers dans l'os au niveau du tube digestif et pourtant c'est fréquent. Au niveau international, comment ça a été pris en compte dans cet article, qui est un article dont je parlerai qui a été publié l'année dernière, en octobre ou novembre, je ne sais plus exactement, dans la revue internationale de neurogastro-entérologie et de motricité, qui s'occupe des pathologies fonctionnelles. La couverture, c'était cette femme, cette danseuse avec une hyperlaxité et qui fait la tête, qui n'a pas l'air très contente de danser parce qu'elle a mal au ventre à cause des symptômes digestifs associés. Alors, il y a deux situations en gastro-entérologie au cours des syndromes d'Ehlers dans l'os. Les complications digestives graves qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital au cours des formes vasculaires et les symptômes fonctionnels sans incidence sur la survie, mais avec un très fort retentissement sur la qualité de vie au cours de la forme classique et de la forme hypermobile. Alors, on va parler vite fait de la forme vasculaire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, puisque c'est des symptômes qui surviennent chez des sujets jeunes, 20 à 24 ans dans la plus grosse série publiée. C'est essentiellement des hémorragies digestives, des ischémies ou des dissections des artères digestives. Et vous voyez ici sur ce scanner une dissection de l'artère du tronc cœliaque et de l'artère tronc cœliaque, donc quelque chose d'extrêmement sévère, et des perforations spontanées qui se révèlent par les tableaux de péritonite, soit au niveau intestinal, soit au niveau colique. Donc vous voyez que les hémorragies digestives représentent à peu près 50% des complications, les perforations à peu près 15% des complications. Et après, les patients qui ont fait une première complication peuvent éventuellement récidiver vers une seconde complication, soit d'un autre type, soit du même type, que ce soit pour les hémorragies, que ce soit pour les complications perforatives. La prise en charge, c'est un traitement standard, adapté. On ne va pas rentrer dans les détails. La chirurgie ne semble pas avoir plus de risques. Et les problèmes de cicatrisation, je pense que maintenant, sont largement ça peut y aller au second plan avec la chirurgie cœlioscopique. Mais on doit faire preuve de certain nombre de précautions chez ces patients-là lorsqu'on envisage des explorations endoscopiques. Vous savez, nous, gastro-entérologues, on aime beaucoup faire des gastroscopies, on aime beaucoup faire des coloscopies, c'est notre fonction quotidienne. Et il faut y aller avec prudence. Je crois que ça doit être fait en milieu spécialisé par des endoscopistes qui ne sont pas brutaux. Et le patient doit être surveillé parce qu'il y a des problèmes de perforation potentielle sur ses côlons ou ses tubes digestifs hyperlaxes et des problèmes d'hémorragie parfois importantes après de simples biopsies. Donc attention dans ces situations-là et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les formes vasculaires. Après, ce sont des symptômes fonctionnels qui surviennent essentiellement au cours des autres formes de syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors qu'est-ce que c'est que des symptômes fonctionnels en gastro-entérologie? On a un champ de pathologie fonctionnelle extrêmement important, fonctionnel parce que quand on cherche à mettre en évidence une anomalie biologique, une anomalie morphologique, une anomalie histologique, par des examens standards, on ne va rien trouver. Si on fait des examens approfondis, des techniques de recherche, on va mettre en évidence un certain nombre d'anomalies, mais sur le standard, il n'y a pas d'anomalie franche. Donc on distingue le reflux gastro-œsophagien, le pyrosis, donc les brûlures qui remontent, les régurgitations, les remontées spontanées d'acide ou d'aliments, les syndromes dyspeptiques, donc ça touche plutôt l'estomac avec une sensation de lenteur à la digestion, de pesanteur postprandiale, de satiété précoce, voire de nausées, de vomissements. Le syndrome de l'intestin irritable, qui est certainement la pathologie fonctionnelle la plus fréquente, avec des douleurs abdominales qui sont associées à une modification de la fréquence et de la consistance des selles. Donc on apprécie la consistance des selles grâce à une très belle échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol. Je ne l'ai pas mise en photo. Et on peut différencier différents sous-types, soit des syndromes d'intestin irritable à diarrhée prédominante, à constipation prédominante ou forme mixte. La constipation fonctionnelle, où il y a des troubles de l'évacuation rectale avec des efforts de poussée,
des sensations d'évacuation rectale incomplète, des manœuvres d'évacuation que font les patients, soit des digitations endovaginales ou endoanales pour faciliter l'évacuation des selles. Et puis au second plan, la diminution de la fréquence des selles. Si je prends un petit sondage dans cette assemblée, je vais vous demander ce que c'est qu'une constipation. Vous allez tous me répondre que c'est une diminution de la fréquence des selles, mais c'est aussi tous ces symptômes de troubles de l'évacuation rectale qui sont extrêmement importants. Et il y a même des patients qui peuvent aller 3, 4, 5 fois à la selle par jour pour évaluer une petite crotte de chèvre et qui sont extrêmement gênés. Le ballonnement fonctionnel, qui est aussi très important, les gens qui ballonnent ou qui se sentent ballonnés. Et tous ces syndromes fonctionnels reposent sur des critères cliniques, donc des critères diagnostiques, qui sont les critères de Rome. Rome, parce que la première version a été mise en place à Rome, et puis il y a eu Rome 1, Rome 2, Rome 3, on en est à Rome 4. Alors, les symptômes fonctionnels au cours du CED, ils sont extrêmement fréquents dans une étude française qu'a fait Jean-David Zetoun, à laquelle j'avais participé. Il a montré que c'était fréquent. Alors, ces symptômes fonctionnels, ils sont fréquents dans la population générale. On estime qu'un reflux au moins une fois par semaine, c'est 8% de la population. Dyspepsie, c'est 10 à 15% de la population. Syndrome d'intestin irritable, 5 à 10%. Constipation fonctionnelle, 10 à 20% de la population occidentale adulte. Lorsqu'on prend une cohorte de 134 patients à syndrome des nerfs dans l'os, il y en a seulement 16% qui n'avaient pas de syndrome d'intestin irritable ou de constipation, et que quand même, la moitié de ceux-là, 60%, avaient des symptômes de reflux gastro-œsophagien. Quand on prend les patients qui ont un syndrome d'intestin irritable, on voit qu'environ à peu près 80%, voire 100%, ont également des symptômes de reflux gastro-œsophagien. Et quand on prend des patients qui ont une constipation fonctionnelle, on voit que 80% d'entre eux ont des symptômes de reflux gastro-œsophagien, donc des symptômes qui sont fréquents, importants. Ça a été confirmé dans une étude de la Mayo Clinic, où ils ont repris leur cohorte de près de 700 patients, où c'est des patients qui étaient étiquetés CED sur 20 ans, et ils ont regardé les symptômes digestifs qui avaient été notés. Vous voyez que près de 40% avaient des problèmes de nausées, près de 40% également avaient des problèmes de reflux, plus de la moitié avaient des syndromes à type de douleur abdominale, et puis en gros 30% avaient un syndrome d'intestin irritable, 40% un problème de constipation, 20% des problèmes de diarrhée. Comme c'est du rétrospectif, il est probable que c'est sous-estimé, mais ce sont des symptômes extrêmement fréquents. Ces symptômes, ils ont un fort retentissement sur la qualité de vie des patients. Et c'est dans l'étude de Jean-David, ça avait été fait par un questionnaire qui s'appelle le questionnaire GICLI, qui est un questionnaire de qualité de vie, qui apprécie différentes composantes. Et ce questionnaire est utilisé pour apprécier le retentissement de certaines maladies digestives sur la qualité de vie. Et l'intérêt de ce GICLI, c'est qu'on a les valeurs dans la population générale française, plus exactement dans la population générale de Clermont-Ferrand, puisque c'est Karim Slim qui avait fait ça sur les marchés de Clermont-Ferrand. Et vous voyez qu'ici, il y a la valeur globale du GICLI dans la population générale française qui ne consulte pas. Et vous voyez que chez les patients qui ont un syndrome des nerfs dans l'os et des symptômes digestifs, il existe une très forte altération de la qualité de vie qui est diminuée d'environ 50% par rapport à la population générale. Que ça touche tous les sous-domaines de la qualité de vie, donc le bien-être physique, la digestion, la qualité de la défécation et le bien-être mental. Et que vous voyez que cette altération de la qualité de vie est plus marquée chez les patients qui ont une constipation, un syndrome d'intestin irritable, par rapport au syndrome des nerfs dans l'os qui n'ont aucun symptôme digestif. Alors le problème dans la littérature, c'est qu'il y a une confusion, comme j'ai appris, comme ça a été dit et redit, c'est entre le syndrome des nerfs dans l'os et les syndromes d'hypermobilité qui ne sont pas des nerfs dans l'os. Voilà. Il y a quand même, donc les Anglais ont fait quelques études cas contrôle. Ils ont montré que dans les patients qui avaient des syndromes d'hypermobilité, il y avait plus souvent des pathologies fonctionnelles, plus souvent un problème de dyspepsie ou de syndrome de l'intestin irritable, c'était significatif, plus souvent des symptômes anorectaux sur lesquels on va revenir. Et ces patients ont aussi d'autres pathologies associées, comme des douleurs chroniques, fibromyalgie, des symptômes urinaires, comme on a parlé tout à l'heure, et des scores de somatisation qui sont plus élevés. Et une autre étude de cohorte anglaise, avec 2000 étudiants, ils ont identifié sur des critères diagnostiques 74 CED, et avec des résultats qui sont similaires, avec également une plus grande fréquence de symptômes digestifs fonctionnels au niveau gastrique. Alors comment explorer ces symptômes? Ça va être selon les recommandations actuelles qui sont faites en gastroentérologie.
Il faut savoir que le bilan biologique dans ces situations fonctionnelles digestives a une rentabilité assez faible. On le fait quand même pour éliminer une pathologie organique, avec un cancer par exemple, ou une maladie inflammatoire intestinale. Et il est probablement extrêmement utile chez des patients ayant un CED d'aller rechercher une forme fruste de maladie cœliaque de l'adulte par le dosage tout bête des anticorps anti-transglutaminase. Il y a une étude de cohorte qui vient de sortir il y a quelques semaines dans une population suédoise où ils disent que le risque de maladie cœliaque est significativement plus élevé, avec donc 2 fois plus de risque d'avoir une maladie cœliaque de l'adulte chez les patients ayant un CED que dans la population générale. Ils n'arrivent pas à savoir si c'est un biais ou si c'est un véritable risque, mais ça pourrait s'expliquer si on pense qu'il y a des anomalies du collagène, donc des anomalies de la perméabilité intestinale, donc le gluten qui rentre plus facilement, donc une allergie au gluten qui apparaît plus facilement, mais tout ça c'est des suppositions. L'endoscopie a mauvaise réputation, mais pourtant, dans les données rétrospectives, dans ces formes hypermobiles, tout ce qu'on voit, tout ce qui est rapporté, c'est qu'il n'y a jamais de complications liées à l'endoscopie. Donc, je pense qu'entre les mains d'un bon endoscopiste, et en faisant attention, il n'y a pas de risque majeur à faire un bilan endoscopique s'il y a une indication, c'est-à-dire s'il y a des signes d'alarme, du sang, une diarrhée, une altération d'état général, des antécédents familiaux de polypes ou de cancer. Pareil pour la gastroscopie. Et il semble que les biopsies digestives n'aient pas forcément davantage de risques. Quant aux explorations spécifiques, elles ont été faites, notamment dans cette série de la Mayo Clinique, où ils n'hésitent pas à explorer leurs patients. On peut tout faire, manométrie œsophagienne, vidange gastrique, etc. Il existe des anomalies, mais ça a été fait chez des patients qui avaient des symptômes. Donc on ne sait pas si ces anomalies sont le reflet du symptôme. Par exemple, on a une accélération de du temps de transit colique, c'est là, chez des patients qui ont une diarrhée, mais c'est assez banal. On a un ralentissement du temps de transit colique chez les patients qui ont une constipation, mais là aussi c'est assez banal. Quelle est la signification, quel est le rapport avec le CED dans ces anomalies? On ne sait pas. Il existe également probablement des troubles de la statique pelvienne, dont on a beaucoup parlé, mais ils sont probablement, on en parle parce que c'est visible, ça génère de la chirurgie, mais c'est peut-être un peu surestimé, puisque dans cette série de 700 malades de la Mayo Clinique, il y avait seulement 4 patients qui avaient des troubles de la statique pelvienne, soit un prolapsus rectal extériorisé, que vous voyez ici, ou bien un prolapsus rectal interne, qu'on voit ici sur cet examen, c'est-à-dire que le rectum se replie sur lui-même quand il y a un effort de défécation, et donc il y a une gêne à la défécation, ou bien une rectocèle, que vous voyez ici, ou sur ce schéma ici. Une rectocèle, c'est une hernie antérieure, une hernie de la paroi antérieure du rectum dans l'espace entre le vagin et le rectum, qui est normalement un espace fibreux. Et vous voyez qu'ici, il peut y avoir une véritable poche. Et ça entraîne des gènes à la défécation, puisque les matières fécales vont aller se trapper dans cette poche et vont être donc difficiles à évacuer. Alors, en gastroentérologie, on a une vision assez classique des pathologies fonctionnelles et du syndrome d'intestin irritable, avec au centre la douleur, avec des états micro-inflammatoires éventuels, avec des troubles de la motricité digestive au niveau de l'intestin et du côlon, avec des problèmes d'intégration de la douleur au niveau médulaire ou supramédulaire, avec notamment, tout à l'heure on nous a parlé du réflexe R3, on a montré qu'il y avait des anomalies à ce niveau-là, avec également des facteurs psychosociaux, avec des troubles de la sensibilité viscérale, le rôle de l'alimentation, on va en revenir, avec actuellement ce qui est très à la mode, le microbiote, vous en parlez, vous n'ouvrez pas une revue, il y a au moins une page par mois sur le microbiote dans n'importe quelle revue, donc des dysbioses, etc. Et avec tout ceci, ça arrive avec la douleur. Peut-être qu'il faut ajouter un nouveau composant, ces anomalies du tissu conjonctif, qui pourraient favoriser l'apparition de symptômes fonctionnels et voir quel est le rôle de ces anomalies dans les pathologies fonctionnelles en général et également au cours du syndrome des Ehlers-Danlos. Il n'y a aucune recommandation qui va émaner de groupes d'experts ou de sociétés savantes disponibles dans la littérature concernant les pathologies fonctionnelles, les symptômes fonctionnels au cours du CED. C'est basé sur les symptômes selon les recommandations actuelles. Pour le reflux, on va prescrire des IPP. Pour la dyspepsie, des IPP, des prokinétiques qui accélèrent la vidange de l'estomac, des antidépresseurs pour la réaction sur la douleur, des antispasmodiques pour le syndrome d'intestin irritable, des antidépresseurs, on va régulariser le transit en cas de constipation avec des laxatifs ou des colokinétiques. Je vois quelques patients qui ont des CED qui me sont adressés soit par le docteur Bénistan, soit par d'autres filières. C'est souvent très compliqué à gérer et on essaye d'améliorer les patients, mais c'est compliqué. Et le régime, docteur, qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je dois manger? Question essentielle. Régime dans la spécialité, à part la maladie cœliaque,
ce que j'ai appris de mes maîtres, ce que j'ai appris à mes élèves quand j'étais un peu plus jeune, aux étudiants, un régime normal, varié et équilibré. Tout a changé depuis 10 ans, depuis qu'il y a certains joueurs de tennis qui ont commencé à faire du régime sans gluten, depuis que c'était repris, etc. Et l'introduction du régime sans gluten dans l'alimentation, dans l'alimentation occidentale. Alors, actuellement, on estime qu'environ 10% dans 15% de la population américaine qui suit un régime sans gluten. Pourtant, il n'y a pas autant de gens qui ont une maladie cœliaque. Et puis le régime pauvre en FODMAPs, qu'est-ce que c'est, KESACO? On a parlé un petit peu ce matin, les Anglais. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et dans une revue générale assez récente, au cours du syndrome des nerfs dans l'os, il est dit que le rôle des traitements à visée nutritionnelle est purement spéculatif et que le niveau de preuve de recommandation est extrêmement faible, puisqu'il n'y a aucune étude là-dessus. Cependant, ça peut améliorer les patients. J'ai quelques patients qui ont effectivement été améliorés par un régime pauvre en FODMAPs. Les FODMAPs, ce sont des sucres, des fructose, oligos, dits monosaccharides et des polyols. Donc on trouve de tout ça dans l'alimentation. C'est le fructose, c'est le lactose, les polyols, c'est tous les édulcorants de synthèse, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces FODMAPs, au niveau du tube digestif, dans l'intestin grêle? Ils vont être peu ou mal digérés et donc vont rester dans la lumière intestinale. Le fructose, les polyols, le lactose, etc., ça va rester dans le tube digestif. Donc ça va retenir de l'eau dans le tube digestif, ça favorise le ballonnement. Pourquoi on gloutte après les repas? Pourquoi certains d'entre nous ont des borborigmes? C'est parce que l'eau est retenue dans le tube digestif, dans l'intestin grêle, et ça favorise le ballonnement et borborigme. Au niveau du côlon, ce sont des sucres. Au niveau du côlon, vous savez, on a un microbiote, on a des bactéries. Les bactéries, elles sont avides de sucre. Qu'est-ce qu'elles font? Elles fermentent ces sucres et elles produisent des gaz, de l'hydrogène, du méthane, du CO2. Et donc, ça favorise la distension luminale, les flatulences, etc. Alors, le régime pauvre en FODMAPs, c'est un régime qui va être efficace sur les ballonnements et les flatulences. Et cette étude, c'est au cours du syndrome d'intestin irritable. Vous voyez que l'intensité du ballonnement est significativement diminuée avec un régime pauvre en FODMAPs par rapport avec une diète australienne. Ils n'ont pas de chance, ils sont australiens, mais enfin bon. Et ils sont quand même améliorés. Et il y a également une diminution du nombre d'émissions gazeuses, une diminution du nombre de P. Alors, ce n'est pas le nombre de P, hein, c'est une échelle visuelle analogique, je vous rassure tout de suite, avec une diminution de 50% des nombres des émissions gazeuses qui ont un fort retentissement social, comme vous pouvez le savoir, avoir expérience. Le problème du régime pauvre en FODMAP, c'est compliqué. L'efficacité sur le long terme est mal connue et il faut essayer de déterminer des doses seuil. Certains patients peuvent manger une pomme tous les 2 jours, ils ne peuvent pas manger 2 pommes tous les jours. Parce qu'un régime pauvre en FODMAPs, vous trouvez ça n'importe où sur Internet, mais c'est compliqué. Il faut éliminer tous les laitages, il faut éliminer les crèmes glacées, les yaourts, etc. Il faut prendre des yaourts fermentés. Il faut éliminer pommes, poires, pêches, cerises, prunes, abricots, pastèques, mangues, fruits frais, etc. Donc ça fait beaucoup. Artichauts, asperges, choux, choux-fleurs, ail, oignons, échalotes, adieu. Les pois chiches, les haricots, les pois rouges, les lentilles, champignons. Et... Quoi? Voilà, non, c'est pas... Ouais. Alors, viande, œufs, poisson, vous pouvez y aller, pas de problème. Il faut diminuer les farines blanches et le pain, d'accord? C'est un régime pauvre en gluten. Et les pains qu'on utilise sont faits à partir de farines qui sont de plus en plus raffinées et à partir de blé qui sont de plus en plus sélectionnés, donc riches en amidon résistants et difficiles à digérer. Privilégier le sarrasin et l'épeautre. Par exemple, l'épeautre, c'est du blé. C'est un vieux blé, entre guillemets, qui n'a pas subi tous ces processus de sélection et beaucoup mieux toléré. Le quinoa, tout ça, c'est très bien. Et puis éliminer miel, sirop d'érable, sirop de maïs, les plats cuisinés et les édulcorants de synthèse. C'est dur à suivre, mais ça peut être très efficace. Et si au bout de 4 à 6 semaines, ce n'est pas efficace, ce n'est pas la peine de persévérer. On peut envisager des probiotiques, parce que certains probiotiques, alors des probiotiques, il y en a des quantités industrielles sur le marché, et certains probiotiques ont montré une efficacité, pas beaucoup, mais certains, notamment cette chose de Bifidobacterium, qui montre que ça améliore les symptômes de ballonnement et de douleur. Mais vous voyez, les résultats sont discordants, puisque dans une autre étude plus récente, ça n'a pas d'effet. Donc ce probiotique peut être préconisé, mais là aussi, si au bout d'1 mois ou 2 mois, ça n'a pas d'effet, il faut arrêter. Le problème, c'est les opiacés, qui sont prescrits pour les douleurs chroniques, à juste titre. Et les opiacés ont un effet néfaste sur le tube digestif. Ils produisent des troubles de la motricité digestive, de l'œsophage jusqu'à l'anus.
On regroupe ça sous le terme d'OIBD, Opiate Induced Bowel Dysfunction. Et la constipation, c'est le phénomène le plus fréquent. Donc avec constipation, dyschésie, dyspepsie, vomissement. Ça limite beaucoup l'utilisation des opiacés. Maintenant, depuis quelques mois, on dispose d'un antagoniste mu périphérique qui va contrebalancer les effets des morphiniques sur le tube digestif sans modifier la douleur. Et donc ça s'appelle l'anoxégol. Et ça améliore, ici c'est sur la constipation, ça diminue l'intensité de la constipation, ça peut être d'une certaine utilité. Donc en conclusion, les symptômes fonctionnels digestifs sont fréquents chez des patients ayant un SED, leur origine est très mystérieuse, la prévalence et l'intensité de ces symptômes digestifs est relativement mal connue, les mécanismes physiopathologiques sont totalement incertains, le rôle du tissu conjonctif est important. Est-ce qu'il y a des troubles de la perméabilité intestinale? C'est possible. Quel est le rôle des mastocytes? Il y a plein de tubes de mastocytes dans le tube digestif. Ce matin, on a parlé du syndrome d'activation mastocytaire. Ça pourrait être une piste, parce qu'au cours du syndrome d'intestin irritable, on sait que les mastocytes ont un rôle important. Les traitements ne sont pas codifiés, donc il reste beaucoup à faire pour essayer de mieux démembrer, essayer de mieux prendre en charge les patients. Merci pour votre attention.